Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner le Bitcoin, mais pas que, ok? On va parler du fondamental et des manipulations de marché, en général comprendre ce qui se passe au-delà des graphiques. Donc ça va vous aider à mieux comprendre les actifs sur lesquels vous tradez, comprendre ce qui se passe dans l'économie du réel entre guillemets, avoir quelques petites notions de fondamentales et surtout comprendre pourquoi les marchés bougent et quels intérêts ils servent. Donc là, on va prendre le cas de figure du Bitcoin, mais ce ne sera pas du tout valable que sur le Bitcoin, ce sera valable sur absolument tous les actifs, que ce soit le prix de l'or, du pétrole, les prix sur le Forex, etc., etc. Ça sert en permanence des intérêts, et ce cas de figure que l'on va voir, que je vais vous expliquer, ça vous permettra de mieux comprendre les marchés. Aussi, on parlera un petit peu du Bitcoin et de son avenir, via une analyse peut-être sur les graphiques, on verra ce que l'on fait. Donc, je le répète, mais aujourd'hui on va voir le Bitcoin. Ce que je vais vous enseigner, on va prendre exemple le Bitcoin, mais c'est valable sur absolument tous les actifs. Et donc vous allez pouvoir mettre en place, si vous voulez, ce même type d'analyse, peut-être un petit peu plus fondamentale pour mieux comprendre ce qui se passe sur absolument tous les graphiques. Ok, peu importe l'actif. Donc voilà, le Bitcoin, comprendre ce crash orchestré. On va vraiment expliquer tout ça, pourquoi on descend si bas. Voilà, je vous avais parlé que j'attendais que le Bitcoin fasse des plus bas, chute énormément. C'est ce qui s'est passé, on y est, ok, ça s'est passé comme je vous l'avais expliqué, j'avais deux scénarios, on y reviendra peut-être, mais désormais on va voir jusqu'où il va aller, ok. Donc on va parler du fondamental et des manipulations. Au programme, qu'est-ce qu'on va voir? Premièrement, pourquoi le marché chute autant? Quels sont les intérêts de la smart money à le faire chuter aussi bas, parce qu'il n'y a pas que des raisons de liquidité, on va le voir juste après. Qui est cette smart money sur ce marché-là? Pourquoi liquider les autres intervenants hormis la liquidité? Jusqu'où on va aller? Les corrélations, la liaison avec la politique monétaire, on y reviendra très brièvement. Y aura-t-il un prochain bull run et si oui, quand? Comprendre comment agit la smart money sur un actif. Ok, donc voilà à peu près ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va sans plus attendre commencer par les intérêts de la smart money. Je veux vraiment que vous compreniez les enjeux qu'il y a sur ce marché crypto. Globalement, on va pas tous les traiter, mais on va traiter les principaux. Donc, premièrement, les deux manières pour la smart money de se rémunérer sur ce marché crypto, c'est de prendre des commissions sur les échanges réalisés par leurs clients. Je pense par exemple à Binance, ok, et également de spéculer sur les mouvements des crypto-monnaies. C'est-à-dire investir sur une crypto-monnaie, que ce soit en long ou en short, et attendre que le prix évolue dans la bonne direction. Ok, donc voilà, ça c'est les deux points majeurs, les deux sources de revenus, entre guillemets, principales de la smart money qu'elle cherche à préserver grandement. Et c'est de ça, en fait, qu'émane tout ce que l'on va voir par la suite, et tout ce que vous voyez sur le marché crypto ces derniers temps. Donc, globalement, le roi, entre guillemets, la smart money sur le marché crypto, c'est en grande partie Binance, ok. Ils doivent être affiliés avec d'autres fonds qui ne sont pas spécifiquement sur les crypto-monnaies. Je pense probablement à BlackRock et à d'autres fonds qui me viennent en tête. Mais voilà, globalement, principalement sur le marché crypto, Binance c'est le roi, ok, et c'est donc la smart money. Vous voyez, c'est les premiers en termes de volume échangé, donc c'est le premier exchange de crypto-monnaie. Et vous allez comprendre un peu la stratégie que va adopter une entreprise pour garantir un futur très sain et une croissance de son entreprise. Donc derrière, on a FTX, ok, qui est très loin derrière, puis Coinbase, Kraken, et puis ensuite d'autres, mais oui, on est très très loin de Binance qui est littéralement premier. Donc maintenant, l'objectif de toute entreprise, c'est simplement d'avoir le plus de clients possible et les plus gros clients possibles. Et je vous dis bien de toute entreprise, pas nécessairement de Binance ou de la crypto-monnaie. C'est vraiment pour ça que j'appuie sur ce point-là. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce que je vous explique, ce n'est pas uniquement valable sur la crypto-monnaie. On prendra un exemple, si vous voulez, sur un autre marché juste après, pour que ce soit plus clair, mais avant, on va poser le contexte. Donc ce que l'on a vu, c'est, vous l'avez tous vu, je pense, on a eu un bull run, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, tout ce grand marché haussier très très important, ça a permis l'émergence de nombreuses entreprises dans le domaine des actifs cryptographiques, donc de la crypto-monnaie. Et on voit toutes ces entreprises, la plupart vraiment ont émergé, ont une croissance très très importante pendant ce fameux bull run. Okay, donc si vous faites un petit peu le tour, Celsius, OpenSea, Gemini, voilà, FTX, Coinbase, etc., etc. Ça a pris en ampleur et ça a, entre guillemets, éclos grâce à ce marché haussier très très important. On a vu également 3AC, donc qui est tout simplement ce fonds, okay, c'est un fonds d'investissement dans la crypto-monnaie, on va en parler juste après, ils viennent de se faire liquider, ils viennent de faire faillite, donc ça fera partie des exemples qu'on va utiliser. Okay, et puis ici également, Uniswap probablement, enfin bref, tous ceux que vous voyez là, ils ont une croissance qui est très très importante pendant ce marché haussier. Tous, sans exception, se sont très bien portés pendant ce marché haussier, et depuis le retracement très important que l'on connaît, ils sont tous en train de s'affaiblir
ou de faire faillite. Donc on va y revenir également juste après. Donc globalement, maintenant on va pouvoir mettre en opposition tous ceux qui ont eu vraiment une croissance très très importante pendant ce marché haussier, et on a Binance de l'autre côté. Et vous comprenez que le stock de clients qui est en bas ou de prospects, eh ben, il reste toujours le même. Et donc, toutes ces nouvelles entreprises, elles prennent entre guillemets des parts de marché à Binance, parce que Binance sont implantés dans tout ce qui est NFT, c'est un exchange, mais également ils ont créé leur propre coin, ok, donc leur propre monnaie, etc., etc. Ils sont également dans la DeFi, bref, ils sont absolument omniprésents. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une concurrence entre Binance et toutes ces entreprises qui ont vraiment une belle croissance en 2021. Une concurrence, ça implique quoi? Ça implique inévitablement des intérêts qui sont liés, c'est les mêmes intérêts, et donc ils vont entre guillemets se battre, si on peut dire ça comme ça, pour protéger leurs intérêts et garder la plus grosse part de marché possible. Ok, c'est simplement une bataille de parts de marché. Si on prend maintenant Binance, ok, on zoome un petit peu ce qui se passe depuis pas mal d'années, ok, depuis 2017, les débuts, on voit qu'on a une croissance en termes d'utilisateurs qui est folle. On arrive à 29 millions d'utilisateurs en 2021, c'est très très impressionnant. Et puis tout vient de là, ok, parce que ça c'est justement les clients qu'ils recherchent. Et toute cette concurrence qu'on voit, c'est pour acquérir un maximum de clients et les plus gros clients possibles. On y reviendra bien évidemment juste après, tout va s'éclaircir au fur et à mesure. Là je pose le contexte que c'est important à comprendre avant qu'on puisse passer à la suite. Donc la conséquence à beaucoup de clients et pas mal de gros clients, c'est simplement une augmentation des échanges. Et on voit que voilà, entre 2020 et 2021, on a eu x7, ok, plus de 700% d'augmentation des échanges. On passe de 1000 milliards à 7700 milliards, ce qui est absolument colossal. Et l'intérêt de Binance, c'est d'avoir le plus d'échanges sur sa plateforme, puisqu'ils prennent des commissions sur chaque échange, ok, puisqu'ils prennent des commissions sur chaque échange. Quand on voit une augmentation telle des échanges, ça se représente ici par une augmentation à x4 entre 2020 et 2021. On passe de 5,5 milliards de revenus à 20 milliards de revenus, ok, et c'est Bloomberg, ce n'est pas des informations comme ça qui viennent de nulle part. Et ça, c'est le cœur de l'entreprise, ok, avant de parler du marché crypto, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la recherche perpétuelle de clients pour assurer une croissance, et de l'autre côté, pour avoir le plus de clients possible, bah, c'est à eux, ok, faut pas leur laisser, donc c'est un combat, faut être le meilleur, le plus puissant, le plus malin, pour avoir le plus de clients possible. Donc, passons à la suite maintenant, Binance, du coup, qu'est-ce que c'est leur but? Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué à mes élèves le 20 juin, vous pouvez lire si vous souhaitez, donc là, il n'y a pas tout, il y a quand même une partie assez intéressante, donc vous pouvez le lire si vous le souhaitez en faisant pause, mais je vais vous l'expliquer globalement assez rapidement à l'oral. Donc le but de Binance, c'est quoi? C'est, bien sûr, ils sont en concurrence avec d'autres entreprises, ça va être de garder le monopole sur les échanges, hein. On l'a vu, ils sont largement premiers et de très loin, mais il y a toutes ces menaces, entre guillemets, FTX, Coinbase, Kraken, etc., qui peuvent être une menace pour Binance, ok? Et puis pareil, Binance serait heureux, hein, serait content de pouvoir récupérer tous ces clients, tous ces échanges, s'ils pouvaient les rajouter ici, c'est des commissions en plus de prise, et donc c'est une croissance de l'entreprise. Donc, le but de Binance, hein, même si bien évidemment ils vont pas le dire publiquement, ce serait absolument très mal vu, c'est de provoquer la faillite au mieux des autres entreprises pour récupérer leurs clients, et donc prendre de plus en plus de commissions, et ainsi de réaliser de plus en plus de profits, ou alors au moins affaiblir leur solvabilité, affaiblir leur financement, parce que si on affaiblit la solvabilité, il y a de moins en moins de personnes qui vont leur prêter, et donc on affaiblit leur financement. Et les financements, c'est quoi? C'est ce qui permet la croissance de l'entreprise. Donc vous voyez, tout est lié. Et derrière, un point très important aussi, hein, qui s'est passé, qu'on va parler de Celsius notamment, c'est démonter l'image et la confiance que les gens apportent à leurs concurrents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, inévitablement, quand on parle par exemple d'un exchange, donc lorsqu'un individu cherche à mettre ses capitaux sur une plateforme, que ce soit Binance, Coinbase ou peu importe, elle veut que ses capitaux soient en sécurité. Ok, c'est vraiment très 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 important pour elle. Elle veut pas qu'ils se volatilisent. Et donc Binance, ils ont joué là-dessus et puis ça s'est très bien passé. C'est en affaiblissant les financements, la solvabilité, en liquidant les concurrents, toutes les entreprises comme Celsius notamment, qu'on verra après, ils se sont vus très vulnérables et fragiles en fait, aux yeux de tout le monde. Et donc une personne qui a un choix entre déposer ses fonds chez Binance ou chez Celsius, eh ben il va directement sans hésiter aller chez Binance, puisque ses capitaux seront en sécurité. D'accord? Donc ça, c'est un point important également. Donc l'objectif de Binance, c'est de récupérer des clients, garder le monopole sur les échanges, et garantir le leadership et la croissance. D'accord? Pourquoi garder le monopole sur les échanges? Bah, vous l'avez très bien compris, plus il y a d'échanges, plus ils prennent de commissions, et plus il y a de commissions, plus il y a de gains réalisés, et donc plus l'entreprise a de la croissance. Vous l'avez bien compris. Donc c'est valable pour la crypto-monnaie, ok? Et si on parle de la crypto-monnaie, maintenant dans le monde du réel, entre guillemets, c'est exactement pareil. Il y a Deezer qui est rentré en bourse hier, alors où je vous fais cette vidéo, ok, donc ils sont rentrés en bourse hier, si on regarde, ils ont pris moins 27% dès l'ouverture, ok? Donc dès l'ouverture, ils ont pris moins 27%, qui est content de voir ces moins 27%?
Bah c'est Spotify derrière, ok, c'est le concurrent, puisque Deezer, c'est des parts de marché à Spotify. Il y a entre guillemets une concurrence, et si Spotify sont bien implantés et sont du côté de la smart money, bah ils ont tout intérêt à faire chuter cette action Deezer, ok. Et vous comprenez, faire chuter Deezer, c'est quoi? C'est diminuer au maximum les financements que Deezer va capter, principalement les financements anglo-saxons qu'ils cherchent. Donc du coup, ils vont pouvoir de moins en moins se développer, et s'ils se développent de moins en moins, du coup, c'est Spotify qui a cette croissance et qui récupère beaucoup de clients, ok. Donc comprenez-vous, c'est absolument tous les marchés qui sont pareils. Ici, on parlait du Bitcoin, mais c'est valable partout, ok. Donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair et que donc vous comprenez que c'est pas nécessairement uniquement sur les crypto-monnaies. Et quand je vous parle de smart money, de money, c'est ça, ok. C'est pas je ne sais quoi là, non, d'accord, c'est absolument en lien avec l'économie du réel, puisque tout ce que vous voyez sur les marchés financiers, c'est un impact direct sur le réel. Donc voilà. Globalement, ce qui est intéressant à voir, c'est que probablement on aura un prochain marché haussier, ok. Et ce prochain marché haussier, c'est là où on aura les plus gros volumes, ok. Dans ces marchés haussiers, très importants, on a le plus d'échanges en fait qui se réalisent. Étant donné que les échanges, ils vont être monstres, et Binance, pendant ce retracement, il va chercher à liquider entre guillemets tous ses concurrents, les affaiblir au maximum, attirer un maximum de clients avant que le marché remonte. Et quand ce marché va remonter, et tous les échanges seront énormes, c'est eux qui seront positionnés en premier, ils auront ainsi réalisé leur objectif qui est de garder le monopole sur les échanges et de garantir le leadership et la croissance. Ok. Si on regarde maintenant la supply par exemple du Bitcoin, on voit qu'il y a à peu près 2% des intervenants qui détiennent 95% de la supply. Ok, c'est-à-dire que 95% des Bitcoins qui sont détenus appartiennent à 2% des intervenants. Ok, 2% des intervenants sur le marché du Bitcoin. Vous voyez, c'est absolument tout petit, ok. C'est tout petit, mais c'est là en fait où se joue tout le cœur du truc. Parce que c'est ça, ok. On a d'un côté, dans ces 2% des intervenants, on a plein de fonds, on a quelques petits fonds, on a quelques petits intervenants particuliers, mais ça représente très peu. Le gros, il se passe ici, ok. D'un côté, on a Binance, qui est absolument colossal sur les exchanges. On peut remarquer que Binance, c'est absolument le roi. Plus de 27 milliards de volume quotidiennement en 2021. Ok, c'est très gros. Et de l'autre côté, on a les autres. Et eux, leur rémunération, ok, une grosse partie de leur rémunération à Binance, c'est prendre des commissions sur tous ces échanges. Ok, prendre des commissions sur tous ces échanges. Et on voit que, si vous voulez, là, Binance a toute cette part de marché, mais de l'autre côté, il y en a plein à conquérir. Ok, toutes ces autres entreprises, que ce soit Bitfinex, que ce soit Crypto.com, que ce soit Gemini, Kraken, FTX, etc., et c'est des commissions que Binance pourrait prendre s'il récupérait ses clients, d'accord. Donc d'un côté, qu'est-ce qui se passe? On a d'un côté Binance qui est très puissant, qui peut faire bouger les marchés très aisément étant donné leur forte capitalisation et les liquidités très fortes qu'ils ont. Et de l'autre côté, on en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Ok, ils peuvent pas le faire pour la grande majorité, ou alors très peu. Ils ne peuvent pas mettre un order flow en place, réaliser des grandes stratégies entre guillemets de manipulation pour liquider les autres, ok. Un crypto.com ne pourra pas liquider un Binance, ok, c'est pas possible, on peut pas inverser les rôles. C'est pas une personne qui a peu de liquidité qui va liquider une personne qui a beaucoup de liquidité. Ça marche pas de ce côté-là, ok. Plus tu as de fonds sur les marchés, plus tu es puissant, ok, parce que tu peux mettre un order flow en place et tu as cet autre pouvoir entre guillemets de pouvoir faire bouger les marchés. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a? Ok, on retrouve quoi? On retrouve d'un côté le chasseur et les antilopes, ok. Binance qui va chercher Binance et d'autres, hein, bien évidemment, mais principalement Binance, qui va chercher en fait à liquider tous ses concurrents pour récupérer les clients. C'est logique, hein, c'est tout à fait logique. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis plusieurs jours maintenant, ok. Depuis voilà, tout ce marché baissier, tout ce qu'on voit ici, hein, quand je vous ai expliqué qu'on allait faire des plus bas jusqu'à ce gros support, c'était pas pour rien, ok. Et qu'est-ce qu'on a vu? Hop, le marché a chuté jusqu'ici. Donc vous pouvez penser peut-être que c'est de la chance ou quoi, c'en est absolument pas, d'accord. C'est simplement comprendre qui est la smart money, ses intérêts, qui est la dumb money, les enjeux qu'il y a, les problèmes de liquidité qu'il y a également sur le marché, et les intérêts qu'ont les plus gros intervenants, ok. Si moi je suis à la place de Binance, je fais exactement la même chose qu'ils ont fait, ok, je fais exactement pareil. Je vais affaiblir toutes les autres entreprises pour garder le monopole, pour garder le leadership avant de continuer à faire des plus hauts. Et je vous avais parlé de ce gros support, ok. Beaucoup pensaient, oui, c'est un support de retail, ou j'en sais absolument pas, ok. Si vous saviez, lorsqu'on est venu liquider ce support, le nombre d'institutions et d'entreprises qui ont fait faillite, c'est énorme, ok, c'est énorme. Et d'ailleurs, ok, je vous parlais de ce niveau de liquidité où il y avait beaucoup de fonds qui avaient réussi à ce niveau-là, parce que nous, quand on trade, on cherche pas à liquider les retail. Ok, les retail, c'est rien, je vous l'ai toujours dit. C'est les plus gros fonds, c'est les plus grosses entreprises qu'on va chercher à liquider. C'est là où se joue en fait le transfert entre la main forte et la main faible. Tout ça, je vous en parle dans Qui est la smart money, qui est une vidéo où je pourrais vous mettre d'ailleurs en description. Et qui avait un SL à ce niveau-là? Celsius. Celsius, ils avaient plus de 10 milliards de fonds, ok, de fonds sous gestion. Leur SL, il est où? Il était en dessous de ce support, ok, il était en dessous de ce support. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu les liquider. Donc ils ont rajouté du collatéral, ça on va y venir juste après, mais il y a plein de fonds qui sont fait liquider à ce niveau-là. Ok, on a vu l'order flow qui s'est très bien exécuté.
exécuté. Donc toute la chute qu'on avait prévue, et que je vous avais d'ailleurs dit dans une vidéo dédiée, qu'on était rendu à peu près là, je vous avais dit qu'on allait chuter jusqu'ici au minimum, ou alors juste faire un plus gros retracement dans ce mouvement-là. Donc c'est la deuxième option qui a été choisie, on fait un plus gros retracement. Et je vais vous expliquer pourquoi dès à présent. Donc jusqu'où maintenant on va aller, ok? Jusqu'où on va chuter? Est-ce qu'on va chuter encore beaucoup ou pas? Donc le marché crypto-monnaie, on a vu toutes ces entreprises qui font concurrence entre guillemets à Binance. Celsius par exemple qui offre des rendements, par exemple à 20% sur des stablecoins, ça fait vraiment concurrence à Binance puisque il y a beaucoup de clients qui vont être attirés par ces gros rendements et qui vont les rejoindre. Donc malheureusement, s'ils les ont rejoints, c'est assez triste pour eux puisqu'ils peuvent plus rien retirer actuellement. Et puis d'autres entreprises qui sont actuellement un peu mal. Si on prend Coinbase par exemple, l'action qui est assez plus bas, voilà, d'accord. Le financement via les marchés financiers de Coinbase est assez compliqué, il se passe pas très bien, moins 87%, c'est pas très agréable. Crypto.com, ils ont des gros problèmes également de liquidité, enfin bref, un risque qui est très élevé. Donc on a vu le patron, ou je ne sais pas, je crois que ça doit être un des patrons, un des directeurs, des fondateurs peut-être de Celsius, qui était très heureux, assez agressif dans ses propos lorsque le Bitcoin faisait ça, ok? Mais vous voyez bien que ça ne tient jamais, d'être arrogant ou je ne sais quoi, ça dure qu'un moment, et aujourd'hui, il est un peu embêté parce que, oui, valait mieux être ami avec les banques, puisqu'au moins vous pouvez retirer votre argent, ok? Là, toutes les personnes qui ont leur fonds déposé chez Celsius, c'est bloqué, ok? Ils peuvent rien sortir, et est-ce qu'ils pourront un jour? Il y a peu de chance. Ou alors tout le monde ne pourra pas. Donc vous voyez, Celsius met en pause les retraits, l'échange et les transferts entre comptes, et puis après un peu de blabla pour que la pilule passe au mieux. Donc voilà, ok, ça c'était la nouvelle. Et j'aimerais maintenant vous expliquer, que vous compreniez que lorsqu'on vous promet un gros rendement, c'est qu'il y a beaucoup de risques, d'accord? Et littéralement, c'est pas quelque chose de safe, même si ça s'appelle stablecoin. C'est ce qu'on a vu par exemple avec l'UST, notamment. Et Celsius, quand ils vous promettent beaucoup de rendement, ce n'est pas totalement parce que vous prêtez des fonds et donc vous avez un rendement très élevé et donc que c'est très safe. Absolument pas, ok? Globalement, quand vous prêtez votre argent à Celsius, c'est comme si vous confiez votre argent à Celsius pour qu'il l'investisse, ok? Tout simplement, c'est exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous déposez votre argent chez Celsius sur la plateforme, et Celsius, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils le reprêtent à d'autres entreprises qui sont plus opaques les unes que les autres, pas très sérieuses, etc., etc. Et ces entreprises A, B, C, D, E, qui vont essayer d'investir, faire des choses assez risquées, et en fait, c'est en train d'investir votre argent, ok? Et donc, on a eu Celsius qui avait prêté à une entreprise qui a perdu 75 000 Ethereum, etc., etc. Bref, c'est un peu la pagaille, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, vous comprenez bien que le risque est très élevé, d'accord? Donc, on a vu le fonds en train de trouver un moyen de rembourser les prêteurs. 3 personnes ont déclaré que la liquidation s'élevait à au moins 400 millions de dollars. L'entreprise a maintenu un contact limité avec ses contreparties depuis sa liquidation, bref, voilà, ok. Et vous voyez, Celsius, comment ils sont fait liquider, donc on va le voir ça juste après, il n'y a pas que eux, ok, je vous parle de cette entreprise, mais il y en a plein d'autres. Si on prend le fonds 3AC, c'est pareil, ok, ils sont dans une panade, puisqu'ils sont investis sur le marché crypto-monnaie, et vu la performance du marché, c'est très compliqué. Donc maintenant, Celsius, ils sont en partie, ok, dans tous les investissements qu'ils font, ok, pour offrir un rendement, ils sont en partie grandement investis sur le Bitcoin, ok, sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils ont des positions en achat sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris des positions cash, ils ont rajouté du levier, ok, pour avoir, lorsque le marché monte, plus de profit que s'ils étaient simplement cash. Donc levier x1. Le marché monte de 10%, 10% de profit. Le marché baisse de 10%, 10% de perte. Non. Là, ils ont rajouté du levier. Donc le levier, c'est quoi? C'était un levier x2. Si le marché monte de 10%, tu gagnes 20%. Par contre, si le marché chute, c'est la même chose. Et donc vous comprenez bien que si le marché chute de 80%, c'est pas possible, c'est un levier x2, ok? Tu perdrais 160%, et c'est pas possible. On peut perdre au maximum 100%. Et avoir donc du levier, ça implique d'avoir un SL, ok? Et donc le SL, il y avait un SL qui était défini à ce niveau-là, d'accord? À 22 000 $ à peu près, quelque chose comme ça, à peu près à ce niveau-là. Le SL devait être vers 27 000 $, quelque chose comme ça, en dessous de ce support. ok? Et lorsqu'on est venu très proche, qu'est-ce qu'ils se sont dit, Celsius? Là, ça va être très dangereux pour nous, on va se faire liquider, et là, c'est pas notre argent, ok, c'est l'argent des clients. Ce serait une perte tellement conséquente que là, l'entreprise va faire faillite, ok, on pourra jamais rembourser tout le monde, c'est trop dangereux, donc qu'est-ce qu'on fait? On croise les doigts, entre guillemets, et on emprunte encore plus pour faire descendre le prix du SL. Donc vous voyez un petit peu le niveau de sérieux au niveau du money management, il n'y en a absolument pas, c'est ce qu'il faut comprendre, il n'y a aucun money management là-dedans. Lorsque tu prends une position, tu as un SL à ce niveau-là, d'accord, et que le prix vient très proche de ton SL, tu descends ton SL, c'est dramatique, ok? C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc ils ont cherché des entreprises à qui emprunter pour rajouter donc du collatéral et descendre leur SL en augmentant la taille de position. Donc c'est ce qu'on a vu, ils ont fait plein de transferts, bref, pour rajouter du collatéral encore et encore et encore. Et donc ils ont réussi à faire diminuer le prix de liquidation de 22 000 $ à 20 000 $.
ok, vous voyez. Et puis ensuite, on est arrivé très proche des 20 000 $, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont descendu à 16 000 $. Et à chaque fois, ils rajoutent du collatéral. Donc vous voyez, le collatéral est absolument colossal. Ici, il y a marqué 511 millions $, c'est des très grosses positions, avec des SL qui sont énormes. Et là, d'un premier côté, on a la smart money qui cherche à liquider ces entreprises, de 1 pour des raisons de liquidité, mais pas que, ok, c'est principalement pour provoquer la faillite, et donc garder le monopole sur ce marché. Lorsque l'on est venu liquider ce gros niveau, ok, c'est pas des SL à je sais pas, 50 000 $ qu'on est venu toucher, absolument pas, ok, c'est pas les SL des particuliers qui intéressent la smart money, non, ça c'était des SL à 400, 600, 800 millions de dollars qui se sont fait déclencher, ok, qu'on est venu toucher ce niveau de support, il y a des 300, 500, 600 millions de dollars qui ont été vendus sur les marchés, puisque c'est des achats qui se font liquider, et quand on liquide un achat, l'intervenant doit vendre sa position pour s'en débarrasser, ok, pour couper sa perte. Et donc ça vous montre vraiment la faiblesse de l'entreprise et qu'est-ce que c'est délicat. Et lorsqu'une entreprise, vous voyez, publiquement dit on ne peut plus vous rembourser, qu'est-ce que ça fait? Ça remplit l'objectif qu'on a vu avant, hein, démonter l'image et la confiance. Parce que maintenant, est-ce que autant de personnes vont chercher à confier leur argent à Celsius dans le futur? Absolument pas, ok. Ils vont plus se diriger vers, par exemple, Binance, ok. Donc voilà, et puis c'est ce qu'ils font en permanence. Ils rajoutent du collatéral pour descendre le prix de liquidation. Donc le prix de liquidation, si vous voulez, c'est le niveau de leur SL. Et donc là, on voit des transferts assez importants, hein, 444 millions de dollars, 37 millions de dollars, etc., etc. Là, on a 24 000 bitcoins. Bref, ce sont des sommes assez importantes quand même. Et c'est ce genre de montant, en fait, hein, où la smart money se bat. Ok, elle se bat pas pour chercher un SL d'un retail, comme je vous l'ai toujours expliqué, ça ne l'intéresse pas, même si ça fait partie de la money et des positions qu'elle récupère. Ok, sur le marché forex, ça doit être, je sais pas, 4 ou 5%, quelque chose comme ça. C'est faible, mais c'est toujours, mais ça en fait partie de la money qui est liquidée tous les jours. Donc voilà. On a vu donc Celsius qui est dans une position assez compliquée. Elle a probablement perdu environ 500 millions de dollars avec l'affaire Luna et le UST. Donc quand elle perd 500 millions de dollars, comprenez qu'elle perd, c'est les clients de Celsius qui avaient confié ces 500 millions de dollars à Celsius qui les ont perdus, ok, et donc Celsius ne pourra plus les rembourser. Ou alors elle ne pourra plus rembourser tout le monde, du coup, vous comprenez bien. Comme je l'ai expliqué, ensuite il y a eu des ETH qui ont été prêtés puis perdus, enfin bref, c'est un peu la pagaille complète, il y a des pertes dans tous les sens, et leur dernier espoir, c'est quoi? C'est que cette position en Bitcoin ne se fasse pas liquider, que le marché monte, et donc ils réalisent pas mal de profits pour ensuite pouvoir rembourser leurs clients. Donc là, c'est vraiment, ils sont en train de jouer avec le timing, c'est pour ça qu'ils ont stoppé les retraits, ils peuvent plus se permettre, et eux, ils espèrent que le marché remonte assez rapidement, ok, sauf que, on voit, le marché est assez lent, donc ça c'est ce qu'on appelle le calendrier des institutions de la smart money. Si le marché descend très lentement et puis consolide comme ça pendant très longuement, c'est pas pour rien non plus, hein. Si on va en daily, vous voyez, c'est très lent depuis un moment, donc c'est la mitigation de cette demand, c'est tout à fait normal, mais il y a ce facteur temps qui joue pas mal aussi. Donc sur les 10 milliards de fonds qui ont été confiés, il y a probablement plus que 1,5 milliard de liquidités, c'est-à-dire qu'il y a plus que 15% des clients qui pourront se faire rembourser. 15% des volumes prêtés qui pourront être remboursés. Et encore, s'ils se font liquider la grosse position sur le Bitcoin, c'est la faillite de l'entreprise, ça c'est absolument sûr. Donc c'est un target pour la smart money, ils savent, hein, c'est, si vous voulez, ce petit lapin qui court, il n'y a plus qu'à courir derrière et lui tirer dessus, c'est un peu leur objectif, et c'est ce qu'ils font avec toutes les entreprises. Là on prend le cas de Celsius, mais c'est valable pour toutes les autres entreprises qu'on a connues, comme 3AC, etc., etc. Ok, il y en a plein, on en a vu pas mal. La smart money connaît leur niveau de liquidation, ce qui fait d'eux des proies. Alors comment, vous allez me dire, comment ils connaissent leur niveau de liquidation? Pour en fait avoir une position avec du levier, il faut emprunter à quelqu'un d'autre, ok? Et vous empruntez toujours à quelqu'un qui a plus que vous. Et donc c'est plus de la smart money que vous, ok? Et donc ceux à qui ils vont emprunter, ils connaissent combien ils ont prêté, et donc le niveau de liquidation. Donc concernant Celsius que je vous ai montré ici, c'est une enquête privée, je crois, probablement des journalistes ou je ne sais qui ont fait des recherches, qui ont fouillé un petit peu dans les dossiers pour trouver tout ça. Mais globalement, la smart money connaît les niveaux de liquidation de quasiment tout le monde, puisque pour avoir une position avec levier, comme je vous ai expliqué, il faut emprunter. Et il faut emprunter à qui? À des plus gros que soi. Et donc c'est plus gros que soi, et généralement c'est de la smart money, ok? Donc c'est-à-dire que des fois la smart money va prêter de l'argent et va liquider son propre client, ok? C'est tout à fait possible. Donc voilà. Ensuite, on a les stablecoins qui te font réguler, bon, ça voilà, ça arrive en fait en même temps, bon, peu importe, on va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, on a le tribunal des îles Vierges qui a ordonné la liquidation du fonds SUAC, comme je viens de vous expliquer. Ils ont commencé déjà à liquider leur position, ok? Donc à revendre leur bitcoin, et le marché, c'est simplement un transfert entre main forte et main faible. Quand vous voyez ces fonds qui sont obligés de liquider leur position pour rembourser aux institutions qui leur ont prêté, ils vendent des bitcoins, ok? Ils vendent les bitcoins qu'ils ont achetés pour récupérer des dollars, et lorsqu'ils vendent ces bitcoins, c'est qui les rachète? C'est par exemple Binance, ok? Binance sont en train d'acheter, ils font que d'acheter depuis toute la chute là, des bitcoins, ok? Ils font ça avec quel argent? Tout simplement avec tout l'argent des commissions qu'ils gagnent, ok? C'est ce qu'a d'ailleurs déclaré le patron de Binance
il me semble, je crois que c'est le patron, oui, en personne qui l'a déclaré. Tous les gains, tout l'argent qu'on gagne avec les commissions qu'on récupère de nos clients, ça part pour racheter des bitcoins, ok? Alors maintenant, est-ce que Binance c'est la smart money absolue? Non, ok, pourquoi? Parce que si demain il y a un plus gros intervenant sur le marché, ou s'il y a un plus gros intervenant comme BlackRock qui veut la disparition totale des crypto-monnaies, ils le peuvent, ok? Parce qu'ils ont plus de liquidité que Binance, donc ils vont pouvoir se permettre de faire plus bouger le marché qu'eux et de venir les liquider, d'accord? C'est simplement être gros sur les marchés. Il y a toujours plus gros que soi, ok? Donc le firmament, c'est vraiment les banques centrales, des énormes fonds comme BlackRock, comme Vanguard, comme JP Morgan, qui sont absolument énormes. Mais si demain JP Morgan veut absolument que les crypto-monnaies ce soit la fin, ils veulent absolument la liquidation de Binance, BlackRock et je sais pas, Goldman Sachs sont dans les mêmes mouvances, sont dans les mêmes volontés, et ben ils vont y arriver, ok, il y a aucun souci. Et c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Et puis au-dessus de tout, bah il y a le gouvernement américain qui lui peut mettre des lois, et puis c'est très très facile également, ok? Donc voilà pour ça. Donc vous voyez, c'est CNBC, hein, ça ne vient pas de nulle part, c'est des sources très sûres et que je vous donne, bien évidemment. Donc voilà, globalement, pour ça. On a pas mal de plateformes qui sont liquidées, et ça, c'est ce qui se passe depuis toute cette chute. Hein. Toute cette chute, c'est un bain de sang, entre guillemets, comme on peut appeler ça. Beaucoup d'entreprises qui font faillite les unes après les autres, qui sont de plus en plus faibles, et publiquement, pour leur image, c'est dramatique. Elles montrent une certaine faiblesse, et ça induit un manque de confiance des clients, ok? Donc voilà, pour ça. Que ce soit BitMEX, que ce soit Deribit, que ce soit FTX, etc. Et donc, ils sont obligés de vendre leurs actifs, puisqu'ils ne peuvent pas répondre aux appels de marge. Donc plus récemment, c'est le fonds 3AC, comme je vous ai expliqué, qui est en train de liquider ses positions, hein, parce qu'ils sont en défaut de paiement. Comme je vous l'ai mis ici, très bien, Voyageur Digital également, qui a émis un défaut de paiement concernant un prêt d'environ 660 millions de dollars, dont 15 250 bitcoins et 350 millions d'USDC réalisés par le fonds 3AC. Okay, comme je vous l'ai expliqué, donc vous voyez, c'est un peu le crash, c'est la faillite, c'est la panique. Donc ils déclarent qu'ils sont déterminés à régler les problèmes, mais bon, malheureusement, être déterminés ou pas, c'est sympa, mais le plus important, c'est d'avoir les fonds, ok, pour les rembourser. Donc ils envisagent toutes les options possibles pour remonter la pente, comme procéder à la vente de certains actifs, ou encore être sauvé par une autre entreprise. Bon, bah c'est sûr. Quand ils disent procéder à la vente de certains actifs, c'est bien évidemment un euphémisme, c'est quasiment 95% des actifs. Aujourd'hui, on a appris que finalement, ils ont officiellement fait faillite, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez que ça va très mal pour eux, et c'est fini, ok, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, ok, encore un exemple. Et ça, c'est quoi? C'est un ennemi, entre guillemets, c'est un concurrent à éliminer, c'est des parts de marché récupérées par Binance. Si on regarde ce fonds, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient pas mal de bitcoin, ok, ils avaient tout ça, donc ils sont en train de liquider tout ça. Ok, et quand on voit le bitcoin qui chute, bah, c'est en partie la liquidation de ces positions, de ce genre de fonds, de toutes ces entreprises. Maintenant, on va parler un petit peu des corrélations et de la politique monétaire qui est menée notamment par la Fed, et l'incidence que ça a sur le bitcoin. Ok, donc on va pas s'attarder là-dessus, je vais être assez rapide. On voit l'aspect plus fondamental un peu plus en détail dans les différents webinaires avec nos élèves, mais pour vous expliquer globalement, on est dans une période où l'inflation est très élevée, notamment, ok, il n'y a pas que ça, mais principalement, et les banques centrales commencent à réduire leur bilan, donc on voit le bilan de la Fed qui va commencer à chuter petit à petit, mais on a également de l'autre côté une augmentation des taux d'intérêt. Une augmentation des taux d'intérêt, ça ne favorise pas les emprunts, ok, donc ça ne stimule pas l'économie, ni la consommation, ni les investissements, et ça fait baisser la croissance. Donc ça, c'est la vision keynésienne, où une baisse des taux d'intérêt, donc ce qu'on a connu pendant la période dans l'après-Covid, hein, où on a favorisé les emprunts, on a stimulé à fond l'économie, c'est le stimulus que je vous ai expliqué, et justement j'avais bien tiré profit de ces grands mouvements haussiers, de ces grandes tirades qu'on a pu connaître notamment sur les indices, pendant le Covid, en comprenant que les banques centrales allaient intervenir pour effectuer un stimulus, comme on peut appeler ça. Ok, donc ça c'est la vision keynésienne, c'est la bonne, d'accord. Et aujourd'hui on est dans une phase où on a une réaugmentation petit à petit des taux d'intérêt, où justement on ne favorise plus les emprunts, ni la consommation, et donc pas la croissance, ok. Donc si vous voulez, on est passé de la politique de l'argent pas cher et absolument abondant, hein, ce qui a conduit à voilà, sur le S&P par exemple, on a vu toute cette grande tirade, tout ce grand mouvement haussier, et un argent qui devient cher et peu abondant. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque centrale, lorsqu'elle prend des décisions, lorsqu'elle met des choses en place, elle influe toujours sur la supply de monnaie, ok, sur l'offre de monnaie, c'est ça qui va avoir pas mal de conséquences, et elle va réguler, si vous voulez, toute l'économie du réel grâce à ça. Donc voilà très très rapidement. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que du coup on a une corrélation très forte entre le S&P et le Bitcoin, ok? Depuis que l'argent devient de plus en plus cher et de moins en moins abondant, on voit une chute de ces actifs, ok? On a une corrélation qui est, pas parfaite, mais qui reste assez importante, d'accord? Et donc, si on suit un petit peu l'analyse qu'on pourrait faire sur le S&P, on peut déterminer quand est-ce qu'on attendrait que le Bitcoin refasse des plus hauts, et que donc le marché baissier, entre guillemets, comme on pourrait l'appeler, se termine, d'accord?
Donc voilà, et vous voyez maintenant sur un graphique en 3 mois, bah c'est pareil, on a vraiment, bon, bien évidemment le S&P c'est beaucoup plus régulier, c'est beaucoup plus solide que les crypto-monnaies et de loin, mais on a vraiment les mouvements qui arrivent au même endroit, ok? Lorsqu'on a ce gros mouvement haussier, c'est le même moment, lorsqu'on a ce mouvement baissier, c'est le même moment, ce mouvement baissier, c'est le même moment, ce mouvement haussier, c'est le même moment, et ce mouvement baissier, c'est le même moment, ok? Donc vous voyez, c'est à peu près très très corrélé dans une moindre mesure. Donc comment agit maintenant la smart money sur un actif, ok? Comment elle agit et qu'est-ce qu'elle est en train de faire actuellement et comment elle va faire en fait dans les prochaines années? Parce que ici je vous parle de ce cas de figure en ce moment, ok, ce qui est en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies, mais il faut comprendre que c'est pas valable que pour ce que vous êtes en train de connaître aujourd'hui, ok? Dans 2 ans, ok, s'il y a un prochain marché baissier entre guillemets ou un gros retracement, c'est obligatoire, hein, c'est les cycles de marché, il y a toujours des mouvements haussiers puis des gros retracements sur du long terme en weekly, en monthly. Donc nous on est en train d'être actuellement dans le gros retracement, c'est toujours pareil. Et comment fonctionne la smart money et comment ça va se passer dans les prochaines années, c'est de cette manière. D'abord, on a un gros mouvement haussier, ok, un bull run comme on pourrait l'appeler, où on a une émergence d'entreprises, de fonds, et on a plein de nouveaux concurrents qui vont arriver, ok, des nouveaux concurrents de la smart money. Le marché monte, il y en a qui arrivent à tirer profit de ce grand mouvement haussier, et il y a une émergence de beaucoup d'entreprises, de fonds d'investissement, etc., etc. Ok. Et donc, à partir du moment où on arrive en haut, il y en a beaucoup. Ok, on est vraiment au pic du nombre d'entreprises ou de fonds qui ont émergé entre guillemets et qui ont tiré profit de ce grand mouvement haussier. Donc on est au pic des nombres de concurrents de la smart money qui ont été créés. Et donc qu'est-ce qu'on va se passer? On va faire entre guillemets une grande purge, et c'est ce qui est en train de se passer. Ok, on a voilà, il y en a beaucoup trop. On a le retracement qui commence, également pour des raisons de liquidité, on va avoir un retracement plus grand. Tout s'imbrique, hein, tout est absolument corrélé, que ce soit d'un point de vue plus fondamental et technique, c'est exactement la même chose. C'est corrélé parfaitement, à la microseconde près. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Là, on aura une grande distribution, une grande prise de profit, et on va commencer le mouvement baissier. Ok, donc là, c'est là où il y a le plus d'euphorie, hein, quand c'est en haut. Donc très très bien. Et là, on va commencer le grand retracement. Et dans ce grand retracement, tous les fonds qui auront émergé en fait dans ce mouvement haussier, et ben ils seront entrés sur le Bitcoin là-dedans, d'accord? Donc ils auront des SL qui sont au-dessus de leur point d'entrée, des SL qui seront quelque part par là, bref, qui seront à l'intérieur. Ils seront assez nouveaux, donc ils n'auront pas une trésorerie qui est très très importante. Ils seront assez nouveaux, etc., etc. Donc la smart money, vous voyez, va faire un très très grand retracement. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui, et va en liquider une très grande partie, qui fasse faillite, les décrédibiliser, etc., etc. Ok? Et tout en bas, lorsqu'on aura fait tout ça, ok, il restera plus que la smart money. C'est ce qu'on va voir bientôt. Vous voyez, il reste plus beaucoup de fonds qui sont encore présents. Il y a quasiment plus personne. Ou alors tous ceux qui restent, si vous voulez, même s'ils sont encore vivants, comme Celsius par exemple, ils ont une image qui est au plus bas. Ils ont déjà perdu plein de clients et c'est ce que la smart money elle souhaite. Ok, elle veut pas absolument que tout le monde décède et que tout le monde disparaisse et qu'il ne reste plus qu'elle. Non, absolument pas. Ok, elle veut simplement avoir le plus de clients possible, la meilleure image possible et garantir au mieux l'avenir de son entreprise. Et donc vous voyez, c'est tout le temps pareil. Et puis une fois en fait qu'il reste plus que la smart money, lorsque le prochain mouvement haussier commence, c'est elle qui est en pole position, ok? C'est elle qui a le monopole. Donc c'est elle qui prend les commissions sur tous ces mouvements haussiers. Et donc c'est tout le temps pareil, ok? Donc là, dans ce nouveau mouvement haussier, il y en a d'autres entreprises qui vont émerger, très très bien. Lorsqu'on sera en enduro, on va commencer à retracer, on va les sortir, les liquider une par une, et on va refaire des plus hauts, ok? Et là, il restera plus que la smart money à ce bottom, entre guillemets, là on aura la grosse accumulation d'ordre pour des plus hauts, et durant ce grand mouvement haussier, elle sera encore en situation de monopole pour prendre le plus de commissions possible sur les volumes échangés. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça marche, et dans les entreprises du réel, c'est pareil, ok? C'est pareil absolument partout. Derrière chaque mouvement que vous tradez sur les marchés, derrière chaque mouvement que vous identifiez sur les marchés, il y a toujours des intérêts, ok? Lorsque vous voyez une monnaie qui monte, quand on voit l'euro qui chute, quand on voit le dollar qui monte, quand on voit l'AED qui a monté juste après que, par exemple, l'or russe a été banni par le G7, il y a toujours des intérêts derrière tout ça. Tous ces intérêts, on pourrait l'appeler fondamental. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de comprendre ce fondamental à 100%? Pas forcément, ok? Puisque tout ça, vous allez le voir sur les marchés. Lorsqu'il y a une raison plus fondamentale pour la smart money d'acheter un certain actif, vous allez voir cette accumulation dans une dividend zone et dans un marché bullish, ok? Tout simplement. De la même manière que je vous ai expliqué que le Bitcoin allait chuter, allait liquider le gros niveau des 27 000, ce qui a été le cas, ok? Parce qu'on avait un énorme niveau de liquidité et c'était évident que beaucoup de fonds avaient leur SL à ce niveau-là. Et c'est ce qui était d'ailleurs le cas, ok? Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur le Bitcoin globalement? Plusieurs choses. Pour moi, on va avoir une grosse mitigation de ce niveau-là, d'accord? Alors si on a une grosse accumulation, on pourrait s'attendre à des plus hauts, puisque globalement, voilà, ils ont liquidé théoriquement assez de monde, etc., etc., et on pourrait avoir des plus hauts. Mais le scénario que je privilégie, c'est encore des plus bas, redistribuer jusqu'à ici, pour ici dans cette zone potentiellement faire des fameux plus hauts, jusque soit tout en haut, ou alors pas forcément, ok? Ou alors c'est l'arrêt des crypto-monnaies, ça m'étonnerait très fortement, mais s'il y a un plus gros intervenant qui veut absolument voir disparaître les crypto-monnaies pour protéger ses propres intérêts, c'est possible, ok? Tout simplement, vous voyez, c'est la smart money qui décide et c'est tout.
Et la smart money, en ce moment, peut-être c'est Binance, mais s'il y a un plus gros intervenant que Binance qui se met sur ce marché, et bah ça deviendra lui, ok, la smart money. Donc voilà, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. On aura cette demand qui sera assez intéressante. On a encore quelques fonds à liquider. On n'est pas obligé de les liquider parce qu'on a liquidé largement assez, mais c'est fort probable qu'on vienne faire des plus bas. Donc moi, ce que je privilégie, c'est une redistribution pour des plus hauts, ok. Donc voilà, mais bien évidemment, je vais réagir à ce que je vois sur le marché. Si j'ai beaucoup de confluence qui me laisse penser que à partir d'un certain niveau, on a des signaux très confluents qui montrent qu'un gros intervenant est en train d'accumuler beaucoup de positions pour profiter des plus hauts, et bah je vais pas me priver entre guillemets d'acheter, bien évidemment. Ok, je vais suivre le prix comme je le fais depuis tout en haut. On a pris pas mal de shorts intéressants. Ok, j'ai réalisé de belles performances là-dedans, une magnifique performance, 1 pour 60 il me semble, ou 1 pour 45 là-dedans, qui malheureusement je me suis fait trail stop à quasiment rien. C'est très rageant, mais ça arrive, ok. Donc cette position, je sais plus si elle y est. Je l'ai effacée, mais oui, une très très belle position, une magnifique exécution, un super timing d'entrée, une très très belle confluence, bref, tout était parfait. Mais je me suis fait trade stop à quasiment rien avant que le prix vienne toucher mon objectif qui était quelque part par là, ok. Donc voilà, c'était du 1 pour 60, peut-être 70, je sais plus, c'était énorme. C'était une très très belle position qui n'a malheureusement pas été récompensée. Mais j'ai pris de jolis shorts préalablement, donc c'est très bien. Et puis j'attends ce prochain potentiel marché haussier ou un prochain gros mouvement baissier pour tirer profit de tout ça et spéculer sur les mouvements anticipés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Alors je disais juste une photo qui était intéressante, si vous souhaitez lire ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, il y a certaines petites inexactitudes, mais c'est à peu près ça. Ok, dans l'idée, c'est à peu près ça. Voilà comment la smart money agit sur les marchés, si vous voulez, assez globalement, assez grossièrement. Lorsque vous voyez une réaccumulation, c'est une prise de profit. Lorsque vous voyez une grande prise de profit, c'est la grosse distribution. Lorsque vous voyez un rachat, c'est les accumulations. Et lorsque la smart money repositionne des positions, ici, c'est une accumulation. Et donc ici, la smart money a racheté, ici également. Bref, je pense que vous avez compris. Mais il y a du bon là-dedans, même si tout n'est pas exact. C'est pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura ouvert les yeux peut-être, à mieux comprendre globalement comment fonctionnent les marchés, les intérêts qu'il y a derrière tout ça. Et qui est cette fameuse smart money en réalité? Parce que pour beaucoup d'entre vous, j'ai cru comprendre que c'était un peu nébuleux, c'était un peu compliqué. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur qui est la smart money, où je vous explique avec des datas très concrètes comment ça fonctionne. Je vous explique par exemple que notamment sur les marchés Forex, les 10 plus grosses banques, ok, représentent 7 échanges sur 10 qui est réalisé. Ok, donc c'est absolument colossal, et c'est ce qui implique bien évidemment des problèmes de liquidité, ok. Donc je vous explique tout ça, je vous montre tous les fonds qui sont liquidés tous les jours, c'est je pense assez pertinent pour bien comprendre ce que vous faisiez. Je suis très heureux également, je tenais à le dire, oui, je suis très heureux de lire vos retours chaque jour, beaucoup de retours positifs, de belles évolutions de votre part, donc c'est vraiment super. Je suis très heureux, honoré et fier de lire ça. Je suis heureux de voir que le contenu que j'essaie de vous proposer vous aide grandement, c'est vraiment super. Je suis très heureux de voir ça, sincèrement. J'aime beaucoup vous lire, je prends beaucoup de plaisir à vous lire, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez une question, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à me le faire savoir, c'est important et c'est ce qui me motive entre guillemets à vous faire des vidéos sur cette plateforme YouTube, publique ici, donc n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu ou pas plu, ok, pour que je puisse orienter au mieux mon contenu. Le but étant toujours que vous compreniez et vous ayez une omniscience entre guillemets le plus possible sur les marchés, pour les comprendre au mieux, de manière précise, complète, et ainsi pouvoir spéculer dessus pour réaliser des profits, ok, et avoir une belle constance sur les marchés. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tout ça vous aura intéressé, et puis on se dit à une prochaine, hein, tout simplement comme d'habitude. Prenez soin de vous, c'est le plus important et de très loin, et puis on se dit à une prochaine, ciao.